Bonjour, vous écoutez présentement la voix de Stéphane Boivin, professeur au département de littérature et communication du Cégep de Trois-Rivières. Mais vous écoutez surtout Honoris Causette, un projet de podcast rendu possible grâce au sens de l'initiative de la Fondation du Cégep et son désir de faire rayonner nos étudiantes et étudiants actuels ainsi que nos diplômés. Peut-être que vous savez que de façon plus ou moins récurrente, les institutions d'enseignement supérieur remettent des diplômes honorifiques à d'anciennes étudiantes ou d'anciens étudiants pour souligner de façon prestigieuse leur parcours exceptionnel ou leur implication dans leur communauté. C'est ce qu'on appelle un honoris causa. Bon, notre podcast n'a pas tout à fait le pouvoir de l'honoris causa, mais on a quand même le pouvoir d'organiser une honoris causette. C'est sûr que ça sonne un peu moins glamour, un peu moins comme un sort qu'aurait gracieusement jeté Hermione à quelqu'un de fort illustre, mais Honoris Causette, c'est quand même représentatif de ce qu'on veut faire avec notre podcast. Piquer une bonne jasette avec quelqu'un qui est passé par notre cégep et qui vit présentement une vie professionnelle saine et signifiante. Puis pour que ce soit pleinement signifiant, justement, on va être accompagné d'une étudiante ou d'un étudiant actuel du cégep, qui a des points communs avec notre invité, que ce soit en évoluant dans le même programme d'études ou en ayant des intérêts qui recoupent les siens de façon parfois étonnamment étroite. Fait que c'est ça. Vous êtes prêts? On y va? C'est parti. Bonne écoute. Bienvenue au deuxième épisode d'Honoris Causette. Aujourd'hui, ça va être un épisode pas vraiment stressant pour moi. Là. Je suis avec deux personnes qui auraient pu animer ce podcast-là à 5 minutes de préavis sans aucun problème. Deux invités avec beaucoup de vivacité d'esprit. Moi, en tant que professeur, si j'avais les deux dans ma classe, je m'assurerais de prendre un café, je pense, avant de leur enseigner. Mais aujourd'hui, c'est parfait, on est d'égal à égal. On est là pour jaser du parcours d'Alexandre, mais avec Anthony aussi. Je vous les présente d'abord et avant tout. On a Alexandre Gauthier, qui est un diplômé ici en théâtre en 2005, qui a été diplômé. Puis il y a tout un parcours, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Un parcours qui s'est fait en zigzag, mais toujours en avançant. C'est ce que j'ai remarqué en le regardant. Je peux vous énumérer quelques affaires dans l'ordre ou dans le désordre. Il a étudié ici, il a étudié à l'UQTR aussi en com social, mais aussi en Californie. Il était propriétaire d'un bar culturel à Trois-Rivières où je me suis accroché les pieds 2-3 fois. Il a étudié à l'École nationale de l'humour. Il a été journaliste, il a été conteur, agent de com pour des organismes communautaires, concepteurs, rédacteurs publicitaires, scénaristes. Beaucoup, on va s'arrêter là-dessus, c'est vraiment intéressant. Puis aujourd'hui, il est producteur au développement chez Urbania, là, Urbania Media. Fait que ça va brasser, ça va être le fun de regarder où est-ce que tu t'es promené à travers tout ça. Puis on a Anthony Lafrenière-Gélina, étudiant actuellement au Cégep en théâtre et création média, qui a un parcours semblable. Il est lui aussi un petit peu en zigzag en avançant. Il y a un peu moins de barre sur son zigzag parce qu'il est plus jeune tout simplement, mais on sent que ça va s'en aller dans une direction semblable. Il est entrepreneur, il est producteur aussi. Il a déjà sa boîte événementielle qui s'appelle LAF Productions. On l'a connu beaucoup dans la région. Ça avait passé dans le Nouvelliste, puis tout, il a organisé, v'là 2 ans déjà, soit 10% de sa vie, la grande foire de Trois-Rivières, qui a organisé toute seule une espèce d'alternative à l'expo. Puis ça avait eu un certain succès, puis les gens avaient été impressionnés par son sens de l'initiative, puis la qualité de l'événement. Fait que ça permettra de faire des liens, mais encore aujourd'hui, lui aussi, il y a des projets de podcasts, de séries télé, etc. Fait que ça va être intéressant de faire le lien entre les deux parcours. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je vous présente les uns aux autres. Et puis, on part ça avec toi, Alexandre. Je te poserai la question en premier lieu. Sur ta vie collégiale, là, quand tu es arrivé ici, qu'est-ce que tu retiens? Quel genre d'étudiant tu étais quand tu es arrivé au cégep ici? Bien, mettons, le passage du secondaire au cégep, pour moi, ça a été très heureux. Là, je suis arrivé au cégep, puis j'ai rencontré vraiment une gang. Là, le monde en théâtre, c'est assez soudé quand même. Puis même, dans les cours, en dehors des cours, ouais, il y a vraiment eu une espèce d'esprit de gang qui s'est formé vite. Puis, ce que je retiens surtout de ces 2 années, ça passe quand même vite dans une vie, mais c'est à quel point ça a ouvert mes horizons. Parce que, je ne sais pas pour les autres programmes comment ça fonctionne, mais en théâtre, ils m'ont fait
lire plus de livres en 2 ans que j'avais lu dans toute ma vie, je pense. Chaque semaine, on voyait des pièces de théâtre, on écoutait des films, on était toujours en train de consommer de la culture, tu sais. Puis là, c'est vraiment un bon moment pour faire comme, OK, ça, j'aime pas ça j'aime ça c'était le fun, ça, c'était pas le fun. Fait que ça a été un genre de laboratoire, c'était assez effervescent, là. J'ai gagné plus de culture dans ces années-là que dans toute ma vie. Puis même des fois, aujourd'hui, je, je m'ennuie qu'on me force à voir ces films-là, puis qu'on me force à lire ces livres-là, même si je les aimais pas tous individuellement, mais ça demande un effort, des fois, d'arriver sur des œuvres. Puis c'est comme quand tu cherches de l'art, tu sais, à un moment donné, à force de creuser, tu trouves des pépites. Puis des fois, je trouve que comme adulte, ou quand on n'est plus un cadre qui nous oblige à le faire, c'est pas aussi facile d'aller chercher ces pépites-là. Fait que je me souviens que c'était riche, là, on en trouvait des affaires, là, puis on se challengeait entre nous autres. On était comme, t'as-tu vu ça? T'as-tu lu telle affaire? Mais moi, j'ai pensé ça de ça. Puis, on allait à la bibliothèque après les cours, puis on pognait, je sais pas c'était quoi le maximum de livres, mais on repartait avec des sacs à dos pleins. Il y avait quelque chose de vraiment trippant dans ce moment-là de nos vies. Là, tu sais. Tu as bien raison. Tu as apporté le point de l'esprit de gang. Moi, étudiant aujourd'hui en théâtre et création média, c'est encore le cas. Les gens sont unis. Puis c'est, je pense, les plus beaux souvenirs. Parce que les gens, c'est pas uniquement à l'intérieur du cégep, mais c'est par après. C'est vraiment une gang, tout le monde s'entraide, puis c'est ça qui est le fun. On n'est pas une grosse gang, mais quand même, les gens se connaissent, les gens s'entraident, puis c'est ça qui est le fun là, dans le programme de théâtre et création média. Oui, puis même si cette gang-là, c'est sûr qu'elle ne perdure pas par après, là, parce que tout le monde s'en va chacun d'un. Ben, en théâtre, il y a beaucoup de monde qui vont faire des écoles de théâtre, chacun de leur côté, puis ils rencontrent des nouvelles gangs. Mais encore aujourd'hui, quand on se croise ou quand on se donne des nouvelles, il y a un côté Bands of Brothers. Là, on a fait ça ensemble, on a quand même un lien particulier. Puis c'est sûr qu'il y a des individus dans le lot. J'ai encore 4-5 amis assez proches qui on s'est connus ou on s'est rapprochés, du moins dans la période du cégep. Ils sont encore dans ma vie d'une manière très, très précise. Puis sinon, ben, il y en a, je sais pas, une soixantaine là, qui gravitent dans mon Facebook, puis que des fois, on s'envoie des petits messages ou que, tu sais, beaucoup sont devenus comédiens, donc je vais voir leur spectacle, puis on se jase après. Puis, c'est vraiment le fun, cette espèce de communauté-là qui se crée. Puis, c'est le fun qu'elle puisse perdurer après aussi. C'est cool. Vraiment. Puis toi, quand tu as décidé, bon, rendu quatrième session, t'avais-tu une idée dans quoi tu t'en allais après? Ou c'était le vide total? T'avais-tu déjà un aperçu qu'est-ce que tu voulais faire après le cégep? Non, j'avais un plan jusqu'à la troisième session de cégep. Moi, OK. j'étais rentré pour devenir comédien, tu sais, fait que moi, je faisais déjà de l'impro avant, puis je faisais déjà du théâtre, puis tu sais, j'étais vraiment là-dedans. Fait que là, j'étais comme, je m'en vais, je deviens comédien, puis c'est à ma troisième session, à un moment donné, je me suis rendu, c'était un prof qu'on avait, c'est Normand Canac-Marquis, mais est-ce qu'il vous enseigne encore ou... Ah, il est plus présent au département maintenant. OK. Mais un prof assez tripant, là, tu sais, comme gars. Puis à un moment donné, je sais pas, moi, j'haïssais ça, apprendre mes textes puis répéter. Moi, j'aimais le bout du spectacle quand on était dans la salle. Tu sais, c'est ces moments-là que j'aimais. Puis à un moment donné, il m'a dit peut-être que t'aimes pas ça, dans le fond, répéter, tu sais. Mais il dit la job d'un comédien, c'est pas mal 95% ça, tu sais. Puis j'ai fait, t'as bien raison, je pense que je vais pas devenir comédien. Fait que là, quatrième session, il a fallu que je fasse bon, mais qu'est-ce que je veux faire d'autre si c'est pas ça que je fais, tu sais? Et là, ben là, j'ai pris d'autres décisions, puis j'ai bifurqué un peu. Fait que j'ai même pas fait les auditions en quatrième session. J'étais la réplique de certains de mes amis, là. Donc, tu sais, j'ai vécu le processus, j'ai vu comment ça se passait, tu sais, puis c'était cool quand même, mais ouais, moi, j'ai jamais fait finalement les auditions, puis je suis allé faire d'autres choses. Je voulais faire d'autres choses. Mais tu faisais quand même déjà, tu sais, tu étais au cégep et t'en parlais tantôt, tu étais quand même pas mal touche à tout. C'est ce que j'ai vu aussi dans ta pré-entrevue. Tu sais, il y a la curiosité des livres, tu parlais des œuvres culturelles, le mélange que, quand on en voit tellement, dans le fond, que il y a à la fois du support des profs, parce que veut pas, pédagogiquement, tu sais, ils te préparent à la réception de ces œuvres-là, mais il y a aussi une espèce d'effervescence que tu nourrissais par toi-même. C'est ce que je comprends. Fait que je trouve ça le fun de voir la curiosité que tu entretenais aussi par rapport à cette culture-là, puis de ne pas se laisser justement envahir par le côté scolaire, mais de le vivre à 100%. Puis, tu sais, de ce que je comprends aussi, tu étais pas mal touche à tout, là. C'est ce que je crois là, dans ton parcours.
Oui, puis tu sais, c'est quelque chose que j'ai gardé avec le temps. Moi, je pensais que ça s'estomperait peut-être avec le temps, là, ce côté-là, mais non, ça reste, tu restes toute la vie. C'est un trait de caractère un peu. Mais ouais, puis c'est un peu ça aussi, c'est que j'avais pas. Quand la troisième session, je me suis rendu compte que je voulais pas faire les éditions des écoles de théâtre. Ça a pas été nécessairement un deuil ou une espèce de remise en question existentielle. J'ai plus fait comme, il y a d'autres choses qui me font plus triper, puis j'ai le goût de faire ces choses-là. Puis ce que j'ai appris en théâtre, moi, j'ai encore adoré ça, puis c'était super le fun de faire les cours d'interprétation, mais il y a plein d'autres choses. J'ai écrit dans le journal étudiant pendant que j'étais là, j'ai parti une ligue d'impro, on a fait des kinos, des petits films sur le côté, donc j'avais quand même d'autres affaires. Puis le bout que je préférais, mettons, dans tout le programme de théâtre. Puis c'est drôle, ça fait vraiment un lien avec ce que je fais maintenant aujourd'hui, là. Mais c'était on a comme des cours je me souviens comment ils les appelaient, de création collective un peu, là, où on est en petite équipe de 4-5, puis là, je sais pas, d'ici la fin de la session, il faut écrire une pièce de 15-20 minutes, puis là, on se donne nous-mêmes nos rôles, puis on écrit nous-mêmes nos textes. Mais ces projets-là, c'est vraiment là que j'avais le plus de plaisir. C'est là que on avait comme un peu une carte blanche, on partait, puis il y a des étudiants qui aimaient moins ces bouts-là parce que tu es un peu livré à toi-même. Puis moi, c'était le contraire. C'était là qu'on pouvait être fou, puis trouver des idées de malade, puis faire ça en gang. Puis j'aimais le côté, genre, rassembler, organiser cette gang-là. Souvent, c'est moi qui écrivais les textes. Là, on se faisait une mise en scène nous-mêmes. Moi, je jouais un petit rôle dedans, mais mon gros fun, c'était toute la création puis le processus qui menait jusqu'au spectacle. Ça, ça, c'est le fun parce que ça montre ton rapport à la création déjà qui est pas du tout romantique là, l'écrivain isolé qui doit vivre sa création intensément, émotionnellement, etc. Tout de suite là, quand tu nous en parles, on sent que justement c'est un projet d'équipe, puis ça rejoint ce que tu fais beaucoup aujourd'hui. Fait que ça c'est intéressant quand même parce que c'est pas tous les créateurs qui ont ce rapport-là à l'écriture puis à la création de projets, là, comme tu disais. Fait que c'était déjà marqué dans ton ADN, si on veut, de créateur au cégep. Mais tu sais, quand ils te font faire le test là, au secondaire avec ton profil là, avec des lettres, là, je ne connais pas tous les lettres, mais je sais que les deux qui avaient ressorti dans mon profil, c'était entrepreneur puis artistique. Tu sais. OK. C'est tellement bullseye, là, ils l'ont tellement bien Ouais. ciblé. On Ah, entend ça, je vois. souvent des anecdotes un peu le contraire, mais là, c'est vraiment Ça l'a intéressant touché de voir. directement, c'est ça, tes ambitions pour la vie, puis tes points forts. Puis c'est un peu le même principe, moi aussi, c'est ça, artistique. Puis le théâtre, justement, me rejoignait. Puis tu sais, il y a beaucoup de monde qui croit que le théâtre, c'est uniquement pour devenir comédien, devenir acteur. Mais c'est pas ça. Tous les outils que cette option-là au cégep peut t'apporter, ben tu peux toucher après ça à plein de métiers en communication. Puis on a la preuve ici avec toi, là, tu sais, t'es pas acteur aujourd'hui, mais tu fais beaucoup d'écriture. Puis le théâtre t'a probablement amené certaines ressources qui t'ont poussé à poursuivre cette carrière-là. Et tu sais, il y a d'un côté, ça a piqué ma curiosité sur un paquet de sujets que j'ai poursuivis par la suite. Puis ça, tu sais, c'est merveilleux. Puis je pense que le cégep sert en partie à ça, tu sais. Puis d'un autre côté, ben, la trousse à outils d'acteur, mettons, que j'ai appris dans les cours, ben, me sert quand même parce que quand tu écris, dans ta tête, tu joues les scènes, dans ta tête, tu joues les affaires. Ou, tu sais, récemment, j'ai fait une web série dans laquelle il fallait que je dirige des comédiens, tu sais, mais j'ai jamais eu de cours de direction d'acteur. Mais comme j'ai déjà fait le cégep en théâtre, j'ai déjà été dirigé, je sais comment parler à un comédien qui comprenne à peu près ce que je lui dis, puis ça s'est super bien passé. Fait il y a des fois des choses que tu apprends ou que là, tu te dis ah merde, ça me servira à rien. Mais finalement, ça c'est pas le grand drame, là, mais la grande leçon de tout mon parcours scolaire, là, même du primaire au secondaire. Il y a tellement de choses que je me disais merde, ça sert à rien. Puis finalement, ça m'a servi. Tu penses à quoi là, plus précisément? Et c'est niaiseux, mais mettons, moi, j'ai jamais été bon en français au primaire pour au secondaire. Là. J'écrivais tout croche, parce que je me disais, ça sert à rien. Le monde comprenne ce que j'écris, même si mes S sont pas à bonne place, puis mes conjugaisons sont pas parfaites. T'sais. Là, je suis arrivé au cégep, puis en tout cas, je sais pas si c'est encore de même, mais en arts et lettres, il y avait 50% de ta note, je pense, des fois, sur le français dans les examens. Ouais, ben on veut pas faire peur, on veut pas faire peur aux auditeurs là, du podcast, mais ça dépend des programmes. Moi, je sais que dans mon programme, c'est 40% de littérature, fait que je pense pas que ça dépasse le 40%, mais effectivement, c'est une bonne partie de la note là, qui est accordée à ça, ouais. Mais en même temps, tu sais, puis en tout cas pour rassurer ceux qui viennent d'avoir peur, là, tu sais, pour vrai, t'apprends, il y a comme 4 règles que si t'apprends, tu coupes 80% de tes fautes à peu près, là, tu sais. Une fois que tu connais tes participes passés puis une coupe de conjugaison, tu sais,
il y a moyen d'adresser ça rapidement. Puis je l'ai fait en cours de cégep, puis je me suis senti tellement niaiseux de ne pas l'avoir fait en secondaire 1. J'aurais eu, tout aurait été plus simple avant. Ça a pris, je sais pas moi, 3 jours à apprendre ces règles-là. C'était pas une... Puis après, il y a plein de petites exceptions, puis de finesses, puis d'affaires que tu continues à peaufiner dans le futur, mais de base, il y avait moyen d'adresser ça rapidement. Puis j'étais comme, pourquoi j'ai traîné ça comme incompétence si longtemps? Y a-tu d'autres cours là, que tu utilises beaucoup, là, qu'à la base, t'étais pas sûr de les utiliser dans ta vie, puis finalement, c'est bien utile? Ben ça, j'en blague souvent, là, mais le cours de méthode quantitative là, que j'haïssais quand j'étais au cégep, c'était un cours, parce qu'en fait, quand je me suis rendu compte que je ne vais peut-être pas devenir acteur, je me suis dit, je vais faire mes maths, comme ça m'ouvre plus de portes à l'université, dans les choix de cours. Puis c'est un cours de, tu sais, c'est beaucoup des statistiques, puis des affaires comme ça. Puis tu sais, c'est assez dry comme cours, là, surtout quand tu es habitué que le prof il est quasiment sur le bureau, puis tout le monde crie dans la classe en théâtre. Tu sais. Fait que là, c'était une autre ambiance un peu, puis j'haïssais ça. Je me traînais les pieds jusqu'à ce cours-là. Puis finalement, je m'en sers tellement tous les jours de ce cours-là. À chaque fois que les médias, tu sais, des médias le matin, ils disent 30% de la population, par exemple, t'es comme, ouais, mais ça dépend c'est quoi son échantillon, puis ça dépend comment il l'a fait, puis non, mais ça, on aurait dû calculer la médiane, la moyenne ne veut rien. Ah, c'est bon, ça va motiver les élèves là, pour les cours complémentaires puis tout. J'espère qu'ils vont être à l'écoute. Il y a un dernier truc là, que je veux voir avec toi là, dont je veux parler avec toi, Alexandre. C'est un héritage qui reste au Cégep. C'est la Ligue d'impro là, que tu as cofondée. Puis je voudrais que tu nous en parles un peu de la façon que ça s'est fait, puis le nom, puis tout ça. Puis justement, tu sais, de la fierté que tu peux ressentir encore aujourd'hui que ça tienne la route. C'est plus tough en COVID, là, on s'entend, mais ça existe encore. Ben oui, puis ça, c'est quelque chose qu'on est vraiment fiers. Tu sais, je dis on parce qu'on était une gang là, quand on a fondé ça. Tu sais, puis quand on s'en reparle, on n'en revient pas que ça existe encore, ce truc-là. Tu sais, nous, on est arrivés du secondaire. En fait, moi, au secondaire, on a parti une ligue d'impro au secondaire parce qu'il n'y en avait pas. Tu sais, fait que là, on s'est structuré. Puis quand on est arrivé au cégep, il n'y avait pas vraiment de ligue d'impro. Tu sais. Fait que là, on est allé voir la personne socioculturelle. Puis, tu sais, nous, on avait déjà l'expérience d'avoir démarré ça. Fait qu'on dit, on va démarrer ça. On a mis des affiches dans le cégep, puis on s'est ramassé, je sais pas moi, une vingtaine de personnes avec qui faire ça. Puis, tu sais, quand on parle du trip de gang, ben, tu sais, il y avait la gang de théâtre du programme, mais la gang d'impro aussi, qui était une gang très importante dans mon parcours. Beaucoup de monde se recoupait entre les deux. Là, il y en avait plus de la moitié, au moins le trois quarts, qui étaient dans mon cours de théâtre, mais on en faisait plus grâce à ça, tu sais. Puis, il fallait trouver un nom à cette équipe-là. C'était en 2005. Puis, il y avait une grosse grève, là, pas aussi grosse que celle de 2012 qu'il y a eu il y a quelques années, mais quand même une pas pire grève là, un peu partout. Puis, genre, tous les cégeps, à un moment donné, étaient en grève dans la même semaine, sauf notre cégep à Trois-Rivières, qui est un classique. Là, c'est c'est encore de même aujourd'hui. Donc, on s'est dit, ça va être drôle, on va s'appeler les SCAD comme les briseurs de grève. T'sais. Fait que là, quand on va aller dans les tournois d'impro, ben on va être comme. C'est le cégep des scabs. C'est eux qui font jamais la grève. Puis, puis on s'était dit, c'est drôle parce qu'en impro, tout le monde est tout le temps gentil. Les équipes vont s'appeler les pissenlits ou les piranhas asthmatiques. Puis nous, on va s'appeler les scabs, on va être méchants, comme à la lutte. Fait que là, on l'a fait un peu, puis on l'a regretté par la suite, mais on arrivait, puis on faisait, tu sais, comme l'équipe là, de Iceland, là, des Mighty Ducks, là, quand ils arrivent, là, puis ils ont tous leurs uniformes noirs, puis ils sont méchants, puis ils font comme, on va vous détruire. Les Undertaker de la Ligue d'impro, c'est parfait. C'est un bel héritage, par contre, pour le cégep. Moi, pour avoir connu ça la première session, c'était plein. Là. J'allais voir des matchs d'impro, puis c'est un super bel héritage. Il y a encore beaucoup de participation. Puis je pense que c'est là pour rester pour les prochaines années encore. Là. Donc, félicitations pour, Ben ouais, pour c'est ça. carrément même, tu sais, là, c'est à cause du COVID, mais il y avait le plan de faire un espèce de match avec ceux qui étaient dans l'équipe d'origine, mettons, là, tu sais, avec des joueurs d'aujourd'hui. Tu sais, mais là, avec COVID, ça a un peu tombé à l'eau, mais tu sais, pour nous, quand on a reçu l'invitation, on ne savait même pas que ça existait encore. Tu sais, on tripait, là, tu sais. C'est sûr que le jour où il n'y aura plus de COVID, on veut retourner faire ça, ça va être vraiment le fun, tu sais. Ouais. C'est vraiment On va peut-être agrandir la patinoire un peu pour respecter des normes, mais effectivement, ce serait bien que ça reste. Fait que ouais, effectivement, c'est un bel héritage. Merci pour tout ça. Donc après ton cégep, là, quand tu t'es dit bon, il faut que je me redirige, que je prenne pas la voie qui était
peut-être la plus évidente là, vers les écoles de théâtre puis tout ça. Donc, à partir de là, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Parce que là, c'est là que le zigzag, il start, dans le fond. Là, c'est là qu'il part sur une chire. Fait tu sais, vers quoi tu t'es dirigé à ce moment-là? Ben, tu sais, ouais, le zigzag, c'est vraiment un bon mot, là, mais un zigzag qui avance, j'ai aimé la façon dont il l'a décrit. Ouais, c'est Euh, fin. Moi, j'ai toujours trippé sur l'histoire aussi, tu sais, comme ouais, au secondaire, là, je trippais là-dessus, l'histoire. Fait que je me suis dit, ah, je vais aller faire un certificat en histoire. Sachant pas exactement où je vais aller, je vais faire un certificat. Fait qu'en un an, tu as un diplôme, puis ça te laisse le temps de voir si tu aimes ça, tu peux continuer de faire le baccalauréat. Puis sinon, ben, je me trouverai un autre plan. Là, tu sais. Fait que je, je suis allé à Montréal, à l'UQAM, j'ai étudié un an en histoire, puis je me suis rendu compte que je n'étais définitivement pas un historien. Tu sais. Moi, ce que j'aime dans l'histoire, c'est les histoires, tu sais, les anecdotes croustillantes, les affaires funnées qu'on apprend. Mais tu sais, la job d'historien, c'est vraiment plus sérieux puis exigeant, mettons, en termes de méthodologie de travail, puis tout ça. Tu sais, c'est vraiment d'autres types de cerveaux que moi qu'il y avait dans la classe. Là. Fait que, je n'étais pas exactement à la bonne place pour être heureux. Là. J'aimais les cours parce que c'était le fun. On apprenait des trucs sur l'Empire romain, mais le bout où c'est ça. Là, quand on rencontrait du monde qui font ce métier-là, pour moi, c'était pas ça. Là, mais ça m'a amené à devenir conteur, ce truc-là. Parce que je me suis dit, ah, ben, j'aime l'histoire, puis ce que j'aime, c'est raconter l'histoire. Fait que là, c'est devenu par après une de mes jobs étudiantes, là, tout le long de mon parcours étudiant. Il y avait une compagnie qui s'appelle Animation d'autrefois à Trois-Rivières qui fait des animations là, au Festival de Québec, mettons, ou des trucs comme ça. Là, en Nouvelle-France, on se déguisait en marin, puis on racontait la vie des marins de la Nouvelle-France ou des boulangers, je sais pas quoi, aux gens. Fait que ça, j'ai fait ça un bon bout, puis ça m'a amené, c'est ça, à faire du compte, puis des trucs de même. Puis le, ne poursuivant pas mon bac, je suis revenu à Trois-Rivières, étudier en communication sociale. Tu sais, j'aimais l'idée des communications, vu que c'est déjà un peu ça que je faisais. Tu sais, raconter, passer un message, et tout. Puis j'aimais le côté social de ce programme-là aussi parce que ben, j'ai un côté un peu social. Là, tu sais. Moi, j'étais comme, ah, c'est cool. Tu sais, on va pas juste vendre des cossins, là, on va vendre des valeurs, on va convaincre le monde d'avoir des attitudes plus positives face, je sais pas moi, au recyclage, au commerce équitable, whatever. Tu sais. Fait que j'étais, ah, ça va être cool. Puis comme de fait, j'ai fait exactement comme je faisais au cégep, c'est-à-dire j'allais un peu à mes cours, puis beaucoup dans le parascolaire. Là, fait que là, j'ai fait de la radio, du journal, j'ai acheté un bar. J'ai Ouais. fait toutes sortes de trucs pendant ce bac-là. C'était le Charlot, on va le nommer. C'est des bons souvenirs. Moi, en tout cas, les souvenirs que j'en ai, du moins, c'était des bons souvenirs. J'ai sans doute financé un peu Un peu tes études d'investissement. universitaires. Un trip parce que cet espace-là, dans le fond, c'est devenu comme un genre de quartier général pour tout le monde que je trouvais cool dans la région, quasiment. Là. Les gens qui me ressemblaient, mettons, finissaient par aboutir d'une manière ou d'une autre au Charlot. Fait on s'est créé une communauté, puis il y avait des shows. Moi, je m'occupais des communications et des événements, mettons. On était plusieurs propriétaires, là, d'autres s'occupaient de la gestion du bar. Puis, je pense qu'on tenait 200, 250 événements certaines années. Là, il y avait tout le temps quelque chose au Charlot. Là, il y avait des courts-métrages, un off-festival de poésie, on a parti ça au Charlot. On avait des spectacles de musique, on avait de l'impro, il y avait tout le temps quelque chose. Fait que ça aussi, ça a permis d'organiser une gang de monde créatif. Puis ça rejoignait encore mes deux côtés, entrepreneur puis artistique. Fait que j'étais quand même bien là-dedans, mais pas nécessairement dans le fait de gérer un bar. Fait que après mon bac, là, quand je me suis dit, bon, là, je voudrais me trouver une vraie job, puis, tu sais, c'est ça, gérer un bar, pour moi, gérer le service, gérer tout ça, c'était pas mon trip n'était pas là. Fait que j'ai quitté, puis je suis allé en coopération internationale. J'avais fait un petit stage. Durant les études, ils permettent de faire ça. Puis ça, je vous encourage. J'avais la chance. Il y a Québec sans frontières qui le permet. Moi, c'est celui que j'avais fait, mais il y en a d'autres aussi qui permettent d'aller faire, mettons, soit une session à l'étranger ou, dans mon cas, c'était durant l'été. Donc, on avait comme un stage de 3 mois. Moi, c'était en communication sociale. On est allé au Mali. Puis, pour vrai, ça a changé ma vie à plein de niveaux, ce stage-là, parce que ça m'a ouvert les yeux sur d'autres cultures, sur moi-même, ce que j'aimais, ce qui me faisait triper. Puis en revenant, ben là, j'ai travaillé pour des organismes de coopération au Québec. Je suis retourné après ça au Honduras pendant un an, là, appuyer des organismes communautaires là-bas avec Oxfam. Puis c'est là que le zigzag un peu, ben pas se termine, mais a un genre de point d'orgue, mettons. Et
j'étais comme à l'autre bout du monde au Honduras, là, dans les montagnes. Je venais littéralement de faire mes besoins dans un trou. Là. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Qu'est-ce qui me fait le plus triper? Puis là, je me suis rendu compte que c'est les moments où je suis en train de créer. Mettons, on fait un projet, puis là, je suis en train de créer un projet, puis je suis en train de le monter. Ben, c'est les bouts que je préfère. Je dis, bon, ben, quel métier me permettrait de faire surtout ça, moins d'autres choses? Et là, je me suis dit, ben, scénariste, auteur, c'est ça, là, la job. Prends une idée, tu l'inventes, tu la mets sur papier, ta structure, puis tu vas voir du monde qui t'a fait. Fait que là, je me suis inscrit à l'INIS, qui est l'Institut national d'image et de son, là, qui est à Montréal, qui est une super bonne école quand tu veux faire des métiers, soit réalisation, production ou scénarisation, soit télé, documentaire, cinéma. Donc, je suis allé faire le programme qui dure donc plus ou moins 9 mois. Et de là, ben, je me suis mis à travailler là-dedans. Mais tu sais, quand tu commences, personne là, qui t'engage, personne ne te connaît ni rien. Fait qu'il y a encore beaucoup d'entrepreneuriat. Donc, on a fait un long métrage par nous-mêmes en sortant de l'école sans savoir dans quoi on s'embarquait vraiment. On a fait des courts-métrages. Après ça, de fil en aiguille, là, j'ai commencé à travailler avec des boîtes plus établies et ça m'a amené au métier que je pratique présentement, qui est exactement ça. Je suis producteur télé chez Urbania, donc je m'occupe particulièrement des fictions qu'on est en train de développer. C'est un nouveau champ d'expertise. Ça n'existait pas chez Urbania, les fictions, puis on démarre ça. Là. Fait que, moi, je rencontre des créateurs, puis je fais exactement ce que je faisais au cégep qui me faisait triper. C'est ça qui est malade comme boucle. C'est que là, je m'assois avec des créateurs que je choisis ou qui viennent de présenter des projets. On part du jour 1, il n'y a rien sur la feuille, puis on fait, bon, ça serait quoi notre série télé? Là? Puis là, on commence à l'inventer, on crée les personnages, on crée les affaires. Puis après ça, ben moi, ma job, c'est d'aller rencontrer le bon diffuseur, puis de le convaincre d'embarquer dans cette idée-là. Il y a de l'argent qui rentre dans le projet, on peut l'écrire, puis après ça, ben, on va commencer à le tourner, puis ça va être en ondes éventuellement. Le processus de création est vraiment trippant. D'une certaine manière, tu es travailleur autonome, toi, de ce que je comprends. Dans ce domaine-là, quand tu veux tailler ta place, il faut que tu fasses tes preuves, tu es travailleur autonome, il faut que tu travailles fort. Là, cette place-là, quand même, tu l'as travaillée. Bien, là, je suis chanceux dans la mesure où je suis à l'embauche de Urbania, donc j'ai un poste qui existe. Je ne suis pas travailleur autonome, mais j'ai été travailleur autonome à vrai 80% de mon parcours. Là, tu me prends dans le moment d'exception où j'ai une job, là, mais le reste du temps, oui. Dans les débuts, tu sais, il n'y a pas de l'ouvrage, comme tu disais au départ, tu ne commences pas avec un emploi à temps plein. Il faut que tu commences avec des petites expériences de travail. Puis, tu sais, après ça, tu vas créer ton chemin tranquillement. Puis, je pense que tu l'as bien créé là, au fil des années aujourd'hui qui t'amène là chez Urbania. Félicitations. Exact. Puis, tu sais, il y a différents chemins pour arriver. Dans la mesure où j'ai des amis qui ont des parcours un peu différents, tu sais, mais dans mon cas, ça s'est fait de même, mais tu sais, c'était naturel. Là. C'est juste, j'ai toujours fait des projets. Puis là, à un moment donné, ben, à force de faire des projets, tu rencontres les bonnes personnes, puis là, tu te ramasses où tu veux, tu sais. Mais pour moi, ça a été ce chemin-là. Mais j'ai d'autres amis qui ont passé par d'autres chemins plus formels un peu, où ils ont ils ont trouvé un petit emploi sur un plateau de télé, puis de là, ils ont monté d'un autre poste, puis ils ont toujours eu des postes plus officiels, mettons, tu sais. Puis c'est un autre chemin qui existe aussi. Moi, par ma nature, que j'aime monter des projets puis faire de l'entrepreneuriat, ben, le côté de travailleur autonome ne me faisait pas peur. T'sais, au contraire, moi, je trouvais ça vraiment le fun d'être libre, de choisir les projets que j'avais le goût de faire puis de pouvoir expérimenter aussi. Parce que ce qui est le fun quand tu commences, c'est que tu peux, ben, limite, là, te casser la gueule sur des plus petits projets puis personne ne le sait. Fait que ça, c'est cool. Puis je l'ai fait en masse. Avec l'impro, fait la gueule tout le temps. On a fait des kinos qui étaient ultra mauvais, que je voudrais plus que jamais personne voit. Même moi, je les ai pas sur mon disque dur. Mais les kinos, ça appelait à ça un peu, là, le principe du kino, là, si je me rappelle bien, c'était de faire un film où tu apprends un thème, puis 24 heures après, faut que tu le rendes ou quelque chose comme ça. Hein? Comme ça qu'on fait. Puis tu sais, ça, c'est les défis que moi, je préférais parce que là, justement, il y a un enjeu, il y a un côté sportif à faire ça, tu sais. Mais il y avait aussi le fait de, bon, ben, c'est surtout des films que tu n'attends pas d'avoir du financement des institutions. Là. Tu prends des caméras, puis là, aujourd'hui, ça a l'air niaiseux parce qu'on est à l'heure des TikTok où tout le monde se filme, là, mais quand on était plus jeune, c'était quand même pas tout le monde qui avait des caméras. T'sais. Fait que nous, on empruntait les caméras du cégep, justement, là, une fin de semaine, puis on partait avec, puis là, on retournait nos films, puis là, il fallait avoir fini avant dimanche, parce que lundi, il fallait ramener la caméra, puis il fallait avoir fini le film. Mais
il y a eu des beaux moments là-dedans, puis des films qui sont quand même pas si pires, mais c'est correct. Je trouve que le cégep, c'est ça des fois que peut-être, je sais pas à quel point on le réalise, mais c'est vraiment un bon moment pour faire des tests. Parce que personne, c'est comme, on dit danser comme si personne te regardait. Tu as le droit de faire les moves que tu veux. Puis là, tu trouves tes affaires que toi t'aimes, qu'est-ce qui toi te plaît. Puis tu n'as pas de cette pression-là, parce qu'aujourd'hui, maintenant que je travaille chez Urbania, on n'a pas le droit de sortir une mauvaise fiction. Le projet qu'on va sortir, il faut qu'il soit bon, il faut qu'il soit sa coche. Je ne peux pas me tromper. Fait il y a un côté le fun à faire de l'impro, faire du théâtre, faire des créations collectives, essayer des trucs. Puis il y a moyen de pousser ça quand même le plus loin possible. Puis je l'ai fait, mais si je me redonnais un conseil à cet âge-là, je me dirais de le faire peut-être encore plus même. Ben oui, parce qu'il y a des programmes où, tu sais, je pense aussi au programme dans lequel j'enseigne, la littérature, art et cinéma, qui, comme en théâtre, création, média, il y a des cours où il y a des compétences, tu sais, ministérielles qui sont liées à la création, puis à peu près tout le temps, tu sais, les profs, ce qu'ils ont comme approche, c'est essayer des choses, essayer différentes affaires, apprenez à vous connaître, apprenez à voir dans quoi vous êtes bon, puis des fois, vous savez pas encore dans quoi vous êtes bon. Fait qu'essayez, tu sais, un certain nombre de choses à travers ces cours-là. C'est souvent plus expérimental que final, tu sais, comme processus. Hein. Puis, si je peux ajouter là-dessus, même le fait de essayer quelque chose que tu n'as jamais fait, te planter, le réaliser que tu es en train de te planter, puis trouver une façon que ça soit quand même pas si pire à la fin. Ce Ouais, processus-là, tu développes un genre de muscle qui va t'aider tout le reste de ta carrière. Parce que c'est ouais. juste ça qu'on fait. En fait, on essaye de ne pas échapper à la balle, puis on essaye de. Mais à un moment donné, on devient comme des spécialistes de récupérer une erreur ou récupérer quelque chose. Fait qu'aujourd'hui, on fait des trucs que tu as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'erreurs ou que, tu sais, comme à l'impro, quand tu deviens vraiment bon, le monde fait on dirait que tu sais toujours quoi dire. Ah, je sais jamais quoi dire. J'ai aucune idée de ce que je dis, mais mes erreurs, je les rattrape, puis ça fait qu'à la fin, j'ai créé l'illusion que tout a marché, mais c'est un skill de pouvoir récupérer ces trucs. Puis c'est la même chose en littérature, en film, en cinéma, en théâtre, en peu importe, d'apprendre. Mais ça, pour l'apprendre, il faut que tu te mettes en danger. Si tu joues tout le temps dans ta zone de confort, tu ne vas pas développer cette compétence-là, tu ne vas pas développer ce réflexe-là. Puis je pourrais même argumenter que tu vas avoir moins confiance en ce que tu fais, vu que tu dis, OK, ben là, je marche sur un fil, puis si je mets un pas à côté, m'a tomber. Moi, je n'ai pas cette crainte-là. Je suis comme, si je tombe, je vais me raccrocher sur quelque chose, puis me revenir. C'est moins stressant de même. Mais on le voit en théâtre aussi, tu sais, on expérimente plusieurs choses, puis des fois, il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, puis ça arrive de se planter. Mais des fois, on apprend de nos erreurs, hein, tu sais, ça arrive d'en faire des erreurs, surtout au cégep, tu sais, dans des projets, on ne peut pas tout connaître, puis c'est important de voir en même temps nos champs de compétences, parce qu'après ça, c'est ça qui va nous enligner pour les années à venir dans ce qu'on veut faire. Là. Fait que, il y a certaines choses en théâtre que moi j'aime, puis ça se peut qu'il y ait certaines choses que j'aime un peu moins, mais tu sais, j'apprends de ça, puis j'en ai fait des erreurs aussi dans le programme, puis de ces erreurs-là m'ont permis de me relever plus fort après ça pour les autres projets. Oui, exact, parce que, tu sais, puis toi, tu le sais, comme en entrepreneuriat, tu sais, moi, j'avais vu passer dans le Nouvelliste ton truc de la foire, puis tout ça, tu sais, mais, puis c'est drôle parce que, ben, on se connaissait pas, ben là, on vient de se rencontrer, là, mais je me voyais un peu plus jeune, là, j'étais comme, c'est ce genre d'affaires j'aurais pu faire, tu sais. Tu sais, de se ramasser et faire comme, OK, on va organiser une foire, tu sais, mais tu dois en avoir eu 12 millions de briques qui t'ont tombé sur la tête en organisant ça, tu sais. Ben, le monde ne voyait pas. Le monde pensait que ça se faisait comme ça, mais il ne voyait pas que ça a pris 2 ans avec le projet aboutisse. T'sais. Fait que des fois, le monde voit juste le bon côté de la chose, mais ça a pris beaucoup de temps, puis un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, avant que le projet aboutisse. Ça a pris beaucoup de temps, mais le but, c'est de croire en ces projets, puis tôt ou tard, ils vont finir par se réaliser. Et oui, puis comme là, le fait que tu aies fait ce projet-là, puis tu te sois rendu jusque-là dans tes plans, puis tes affaires qui ne marchent pas, puis tout ça, ben, tu sais, le prochain projet que tu vas faire, tu pars bien moins stressé que quelqu'un qui n'a jamais connu ce parcours-là, parce que tu sais que le plan A ne marchera pas. Tu sais, c'est correct, on va avancer. Maintenant, on va trouver une solution. Puis, tu sais, au final, le résultat va être bon, tu sais, mais par où on va passer, puis c'est quoi les écueils qu'on va avoir en chemin, ben, tu sais, ça, mais comme je dis, ça se développe. Puis en faisant des projets comme ça, jeune, au cégep ou même avant, je pense que tu l'as fait avant le cégep même. Mais quand j'ai commencé, là, c'était la première session de cégep, ça faisait même pas un mois que le cégep était commencé. Là. C'était vraiment dans les débuts. Ben, c'est ça, mais tu sais, ça vaut
ça vaut un diplôme de cégep. C'est ça l'affaire, c'est que c'est énorme de monter des projets comme ceux-là, puis de réussir à aboutir à quelque chose, puis d'avoir développé cette confiance-là que tu vas traîner dans tous tes autres projets par après. Là, c'est excellent d'avoir fait ça. Là. Ah, merci. Puis c'est des projets à long terme, tu sais, c'est des projets qui débloquent plus tard. Des fois, dans un projet scolaire, tu sais, on le sait que c'est pour dans 3 semaines. On le fait quasiment la veille, là, tu sais, je plaide coupable, là, je suis prof, fait que je valorise pas ça aujourd'hui, mais je plaide coupable de l'avoir fait une fois de temps en temps dans mon parcours. Puis je trouve que cet aspect-là de devoir se projeter dans le futur, tu sais, dans l'entrepreneuriat, puis dans l'entrepreneuriat culturel, c'est très présent aussi. Puis un des aspects que tu as nommé tantôt, c'est l'écriture. Puis je trouve que tu sais, j'aimerais ça que tu prennes le temps de nous en parler un petit peu plus parce qu'une des affaires, sûrement, un des parcours qui t'a mené chez Urbania, c'est sûrement aussi tes qualités de scénariste, tu sais, puis de créateur d'émissions. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles aussi de ce côté-là, tu sais, des scénarios que tu as fait, puis de l'écriture que tu as fait pour des émissions, parce que quand j'ai croisé ça, j'ai été quand même impressionné là, par toute la production que tu as faite. Oui, bien c'est ça, il y a différents types d'auteurs aussi, là, dans la vie, puis j'en côtoie plein de fabuleux, puis chacun a une façon d'abrocher ça différente, mais moi, je pense que ça vient de mon côté impro, là, mais j'aime ça quand ça va vite. Je suis quelqu'un qui écrit rapidement, qui crée dans... Fait que j'ai été appelé à faire beaucoup des web-séries avec des capsules, des trucs, des choses qui devaient sortir quand même rapidement. Puis je retrouvais l'urgence du kino, je retrouvais l'urgence de certaines créations que moi j'aimais. Il y a des auteurs qui haïssent ce genre de format-là, puis moi, j'étais super à l'aise là-dedans, j'ai adoré ça. Puis j'ai aussi quelques projets qui sont plus à moi, des projets personnels, mettons, que je peux traîner sur plus longtemps. Mais même encore là, ce que j'aime, moi, c'est quand les choses se passent. Fait que j'aime ça. Tantôt, tu disais que je n'étais pas un romantique de la création, mais c'est très vrai. Là, moi, j'aime ça me lever tôt le matin, je prends un café, puis on se met au travail, puis on lâche pas tant que c'est pas fini. Puis, j'ai une attitude de col bleu boîte à lunch. Là, moi, j'arrive au travail, puis on bûche, puis on fait que ça se passe. Puis je trouve que c'est ça vient de mon côté impro et tout. Puis il y a d'autres artistes qui ont d'autres approches puis qui créent des œuvres extraordinaires. Je ne dis pas que cette approche-là est meilleure, mais moi, elle me plaît plus que d'attendre d'avoir le bon flash pour la bonne chose. Fait que moi, j'aime ça, être dans le mouvement puis de garder la boule qui roule tout le temps, là, garder le momentum parce que je peux vite, des fois, me tanner d'une idée, peut-être, si elle évolue plus ou si j'avais sur une tablette. On dirait que j'ai comme pas envie d'aller des fois les rechercher ces tablettes. J'ai le goût de créer un nouveau projet à la place. Mais me connaissant, il faut que j'aille au bout de chaque projet le plus vite possible pour les amener à résolution. Fait que c'est pour ça que dans un parcours artistique depuis que j'ai terminé l'INIS, mettons, j'ai vraiment écrit beaucoup de volumes. J'en ai écrit beaucoup, beaucoup. Versus certains amis que j'adore qui en écrivent moins, mais que leur film va faire le tour du monde pareil. Je veux dire, c'est pas, parce que c'est pas la quantité à la fin qui va définir si tu as réussi ou pas, ou c'est pas ça l'enjeu. Il ne faut pas juger ni la quantité, ni juste chaque fois la qualité. Il faut y aller avec ce qu'on aime. Tu peux nous nommer des projets sur lesquels tu as participé, là, des émissions qu'on connaîtrait ou que les auditeurs là, pourraient connaître? Ben, récemment, tu vois, il y a un documentaire qui est sorti sur le prénom Kevin. Oui. Donc, ça, c'est scénarisé ça avec justement en arrivant chez Urbania, avec la gang d'Urbania, ils produisaient ce documentaire-là. Donc, je me suis plongé autour du prénom Kevin. Donc, on est revenu sur c'est quoi les discriminations. Est-ce que tu es victime de discrimination systémique si tu t'appelles Kevin? Puis, ben, par différents tests, on prouve que oui. Oui. Il y a comme une connotation négative, mais je trouve le fit intéressant, tu sais, entre ce que tu as fait, puis je voyais aussi que tu avais participé à des séries jeunesse, etc. Puis ce qui m'a marqué beaucoup, c'est l'idée que tu t'étais affilié avec le temps à plusieurs diffuseurs différents. Tu sais, t'as pas été attaché à juste... une chaîne. Là, ouais, ça, une chaîne. Plusieurs chaînes, plusieurs expériences de travail. Oui, tu sais, Télé-Québec, Radio-Can, TFO, Youpa. Peut-être que, tu sais, toi, de ton point de vue d'auteur,
t'avais pas le contrôle à 100% là-dessus, mais au final, c'est un peu ce que ça donne. Puis je trouve ça intéressant, tu sais, parce que veux pas, ça tisse des toiles pour ta job d'entrepreneur puis de producteur après, puis de, tu sais, de toucher à des diffuseurs. Mais je trouvais ça intéressant quand même dans ton parcours qu'il y ait ce côté-là touche à tout qui renvoyait au touche à tout du cégep aussi, là, je trouvais, là. Puis même aujourd'hui, sur ces projets-là, j'étais auteur, donc j'écrivais pour. Tu es quand même loin du diffuseur. D'abord, tu écris pour un producteur qui va te relire, qui va l'amener jusqu'au diffuseur. Mais Ouais, aujourd'hui, c'est je suis ça. producteur, j'ai des liens avec ces diffuseurs-là. Puis c'est le fun parce qu'ils ont chacun une philosophie différente, chacun une approche différente de la télé, de la création. Puis moi, j'aime de mon côté touche à tout. J'aime aussi trouver, c'est comme, OK, c'est quoi vous autres, votre façon de travailler? Qu'est-ce que vous aimez? Puis comment on peut arriver à ça avec ma gang à moi, là, tu sais? Fait qu'il y a moyen, puis ça va chercher différents côtés de ma personnalité ou de ce que moi j'aime faire, tu sais. C'est sûr qu'un Télé-Québec, c'est plus, je sais pas, éducatif ou Radio-Canada Jeunesse, il y a un côté éducatif et ludique, mettons, que moi j'aime, mais j'aime aussi travailler pour mettons, un TV5 qui va être plus, un peu plus intellectuel, puis un peu plus, justement, sur faire comprendre d'autres cultures, puis des trucs un peu plus intello, tu sais, c'est le fun aussi, c'est un autre côté que j'ai, tu sais, fait que ça permet d'avoir, je ne suis pas un mono-sujet. Là. Moi, j'aime différents trucs comme ça. Puis même présentement, comme ma job de producteur au développement chez Urbania, c'est que je travaille avec plus ou moins, mettons, une quinzaine d'auteurs qui ont chacun un projet présentement, puis je les aide à cheminer leur projet jusqu'au diffuseur. Mais là-dedans, il y a de la science-fiction, il y a une comédie romantique pour ados, il y a une série à sketch complètement juste déjantée. Il y a, fait de projet en projet, moi, ça me permet de garder comme, OK, tout est le fun, tout le temps nouveau, tu sais. Tandis que si j'étais juste dans un de ces projets-là, j'aurais pas ce côté-là de jongler ou de passer d'un truc à l'autre. Puis j'aime ça, j'aime ce côté-là de mon travail ou de ce que ça peut m'offrir, que c'est moins routinier comme ça. Puis dans chaque projet, tu as quelque chose à apprendre de nouveau. Ben, j'ai jamais fait ça de science-fiction. Fait que là, j'apprends les codes de la science-fiction, j'apprends comment ça se fait, j'écoute des films. Je vais chercher ce côté-là que j'avais plus jeune que je trippe encore. Là. D'autres connaissances, oui. Le fit est bon parce que, tu sais, Urbania, je connais ça un petit peu, j'ai été abonné à la revue, etc. Bon, ça a bougé dans les dernières années, mais Urbania est quand même reconnu, tu sais, pour, je pense que le slogan, c'était de trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire, là, ou quelque chose comme ça. Puis, il y a ce côté-là aussi chez Urbania qui est très touche-à-tout, j'allais dire réactionnaire, mais pas dans le sens négatif du terme, là, mais dans le sens de réagir à ce qui se passe live en société, d'être très présent dans ce qui se passe, justement, d'aller chercher les angles originaux aussi. Pour moi, c'est un peu ça la couleur de ce que je connais d'Urbania. Puis, je trouve que là, le fit est bon parce que ce que tu as fait auparavant, puis ce côté-là touche à tout dans les projets, etc., le fait de tisser des liens, je trouve que ça correspond à l'image quand même de la boîte. Là. Je connais moins le côté média, diffuseur, etc., mais... C'est la même volonté d'arriver puis d'attaquer les sujets d'actualité, mais un peu champ gauche, avec un regard un peu différent, aussi avec un sourire. On peut parler de sujets plus graves, mais on va le faire d'une façon souriante ou d'une façon, en tout cas, qu'on n'a jamais vue. Il y a un côté aussi innovation chez Urbania que moi, j'aime beaucoup, qui rejoint mes valeurs. Puis ce qui est trippant, c'est que ça n'existait pas la fiction chez Urbania avant. Puis quand j'avais un autre emploi, qu'à un moment donné, j'ai fini par perdre cet emploi-là, je suis redevenu travailleur autonome, puis là, je me suis demandé, ce serait où la place que j'aimerais le plus travailler, mettons, si j'avais le choix. Là, puis je me souviens, j'avais dit, hey, moi, ce que j'aimerais, là, c'est faire des fictions chez Urbania, mais le problème, c'est qu'ils ne font pas de fiction. Fait que je ne peux pas faire ça. Puis là, j'ai inventé une fiction en me disant, ça fitterait chez Urbania. Si Urbania faisait de la fiction, c'est comme ça qu'il faudrait qu'elle fasse. Je suis allé leur présenter, puis on dit, on ne fait pas de fiction d'habitude, mais on aime bien ton projet, fait qu'on va on est allé le présenter finalement à Radio-Canada. Il n'a pas passé le projet, mais par après, je suis resté dans l'entourage, puis de là, de fil en aiguille, on a commencé à monter d'autres projets comme ça, puis il y a comme un poste qui s'est créé pour ça, tu sais. Mais tu vois, le poste n'existait pas. Je n'ai pas répondu à une offre d'appel. Encore là, il y a un côté d'entrepreneuriat, d'aller chercher. C'est ça, c'est ça que je voudrais qu'on fasse. Puis moi, j'en reviens toujours pas que d'avoir trouvé cette gang-là. C'est génial. Là, c'est du monde qui a à peu près les mêmes valeurs, qui a les mêmes tripes, on a les mêmes goûts. Ça connecte vraiment bien. Je me suis trouvé
une bonne éthique. Quand tu fais un sport d'équipe, à un moment donné, tu trouves tes coéquipiers. Tu fais comme, OK, là, je suis en business. Là, tu sais. Une journée de travail, pour toi, ça peut ressembler à quoi? Ben, tu vois, ces temps-ci, c'est beaucoup. J'essaie de garder, mettons, mes avant-midi pour la création, la rédaction, puis les trucs, tu sais, que ça prend beaucoup de pouvoir de cerveau. Là, tu sais, il faut que je m'assoie, puis que là, je ferme mon téléphone, puis je pars. Là, tu sais. Fait que là, je peux écrire 2, 3 heures d'affilée, mettons, sur un projet. Puis en après-midi, ben là, j'ai un autre volet de ma job qui est plus de coordination ou d'accompagnement des auteurs. Fait que là, c'est là que je mets mes meetings. Fait que je peux avoir un meeting aux heures, aux 2 heures, puis là, tu sais, on passe d'un projet de science-fiction à une comédie romantique. Là, après ça, je lis un projet qu'on a reçu, je fais un feedback à quelqu'un, je parle à un diffuseur. Tu sais, fait que c'est quelque chose de plus actif, mettons, qui est un autre type de. C'est un autre bout du cerveau qui travaille. Fait que ça permet de faire un genre de jachère. Ouais. C'est vraiment le fun. C'est des belles expériences. Puis, tu sais, une journée de travail ne doit pas se ressembler une journée à l'autre. Tu sais, quand tu as des projets différents à travailler, par exemple, chez Urbania, l'après-midi, tu sais, quand c'est plus actif, la tâche ne doit pas être tout le temps similaire. Là. Non, 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 c'est vraiment C'est varié. extrêmement varié, tu sais, mais c'est toujours quand même dans la création. Fait que ça, c'est le côté le fun. Mais tu sais, la création, c'est différent quand tu es en brainstorm pour trouver une idée générale pour un show ou quand tu es rendu à analyser l'épisode 4 et comment que le climax va finir. Là, tu sais, c'est comme pas le même tâche. Tu sais. Puis c'est le fun, je trouve, de passer d'un à l'autre. C'est quand même cool, là, tu sais, de pouvoir se plonger dans différents univers dans une même journée. Tu sais, puis c'est ce que j'aime aussi d'être dans une boîte comme Urbania, comparé à Travailleur autonome, il y a quand même un bon bout de ma journée que c'était trouver des nouveaux contrats, négocier mes contrats. Tu sais, tandis que là, présentement, tu sais, à journée longue, je peux être dans la création comme j'aime. Là, tu sais. Fait que pour l'instant, ça fait vraiment mon bonheur aussi. Tu as une certaine stabilité, en fait. Tu sais. En étant chez Urbania, tu n'as pas besoin de te trouver nécessairement des contrats puis d'être à la recherche. Tu as une stabilité d'emploi qui est là. Exact. Mais de l'autre côté, je trouve des contrats pour Urbania. Tu sais. OK. En fait, c'est comme si j'étais un entrepreneur dans une business. Tu sais. Fait que là, moi, je crée un champ qui n'existait pas, là, la fiction chez Urbania. Puis là, il faut que je convainque du monde, mais je pense vraiment comme quand j'étais entrepreneur moi-même. Je fais bon, mais ça serait qui qu'il faut que je convainque, qui il faut qu'on aille chercher, avec qui il faut tisser des liens, qu'est-ce que TVA cherche présentement, mettons. Ça serait quoi dans 2 ans, c'est quoi la fiction qu'ils vont mettre en onde, puis comment je peux organiser ça pour que ce soit nous qui ayons cette case-là, mettons. Tu sais. Fait que c'est quand même de l'entrepreneuriat, mais de l'autre côté, tu n'as pas besoin de facturer chacun des clients, puis d'organiser tout ce côté-là plus business de l'affaire. Tu sais, ça, c'est comme Urbania s'en occupe pour moi. Là, il m'engage dans le fond pour faire ça. Mais j'ai quand même un sentiment d'entrepreneur. Fait que je trouve que moi, j'ai trouvé un bon spot là, quand même pour ma personnalité à moi. Là. Puis tu dois pas t'ennuyer quand même du côté un peu insécure, tu sais, de créer des projets comme tu disais que tu étais dans l'action, puis il fallait que ça bouge, puis à tous les jours, tu sais, tu foulais ta boîte à lunch, puis tu étais prêt à aller travailler. Tu dois pas t'ennuyer quand même de scénariser des projets qui vont voir le jour peut-être dans 2 ans. Tu sais, créativement, ça devait être intéressant parce que tu n'avais pas de contraintes, mais en même temps, il y a un côté qui est moins sécurisant peut-être à faire ça aussi comme boulot. Là. Ben, tu sais, déjà les projets qu'on monte, je dis je travaille avec une quinzaine d'auteurs, mais c'est pas une quinzaine de shows qui vont aller à la télé. Là, tu sais. Fait que j'ai quand même ce côté-là avec eux où tu sais, il y a peut-être sur 15 projets, si on en envoie 3 en ondes, ça va être un grand succès. Là, tu sais. Ouais. Il y a quand même un ratio qui est difficile. Puis de l'autre côté, puis je trouve que la pandémie là-dessus m'aide beaucoup, là, mais j'entretiens beaucoup de projets personnels quand même, un peu sur le side. Là, tu sais. Là, présentement, j'écris un roman jeunesse. Tu sais, fait que puis le fait qu'il y ait une pandémie, ça m'aide parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Fait que j'ai le temps de faire ça. Fait qu'il y a un côté de. Tu sais, j'avais jamais écrit dans cette forme-là, mettons, roman. Mais tu sais, je connais la cible jeunesse, je connais l'histoire que je veux raconter. J'ai quand même certaines compétences que je peux mettre à profit, mais c'est un nouveau monde. Fait que là, ça me permet quand même d'essayer des affaires, d'être dans la création, aussi d'exprimer ma propre voix. Tu sais, parce que sinon, quand tu travailles sur les projets des autres, c'est cool, mais c'est leur voix qu'il faut que tu mettes de l'avant. Fait que tu es comme un amplificateur sur la voix de quelqu'un d'autre. Puis ça, moi, j'adore faire ce rôle-là. Mais il y a quelque chose de le fun aussi d'avoir certaines zones où là, je dis, bon, ben, c'est comme il y a 1 an et demi, j'ai tourné un court-métrage avec des amis, tu sais, mais j'ai pas demandé la permission à personne, on l'a fait, on a pris des caméras, on est allé le faire, puis c'était trippant, puis c'était une histoire que nous, on avait le goût de raconter. C'est l'histoire d'un gars, c'était dans le temps, là, qu'il y avait
des Haïtiens qui passaient la frontière puis qui venaient se réfugier des États-Unis au Canada, puis là, le monde de la meute, il chialait, là, tu sais. Fait que nous, on a fait Ouais, un... ouais. il y a ça, c'est un Le gars... chemin Roxham, là, puis tout ça, là. Exact, on est allé dans ce coin-là. Puis le comédien qui était un ami que j'avais connu au cégep de Trois-Rivières en théâtre, tu sais, là, il jouait le comédien principal. C'était un gars de la meute qui patrouillait lui-même cette frontière-là. Puis il croise un monsieur noir qui était Richardson Zephyr, l'humoriste, tu sais. Puis là, il fait comment? T'as-tu tes papiers? Là, il est comme, t'as pas d'affaire à me demander ça, tu sais. Puis là, il finit par y faire passer un test, voir s'il est vraiment québécois, mais son test n'a pas de maudit bon sens, là. C'est genre qui était le chanteur des Pistolets Roses ou, tu sais. Je sais pas trop, là, des trucs de. Tu sais, que lui, dans son petit monde, ça, c'est vraiment être un Québécois, mais ça posait la question de c'est quoi être un Québécois dans le fond, puis tout. Mais tu vois, si on a tourné ça en 2 jours, on l'a écrit en 1 mois, mettons. Tu sais, on a fait un peu le côté. Tu sais, ça, puis on a réussi à aller dans une coupe de festivals avec ce film-là quand même. Tu sais. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose que c'était ma voix, c'était mon humour, c'était parce que moi, j'avais le goût de dire quelque chose, puis je l'ai fait comme ça. Fait que je pense que c'est important d'entretenir cette flamme-là sur certains projets, soit à l'intérieur d'une boîte ou à l'extérieur comme ça. Là, tu sais. Oui, parce que quand tu nous racontes le film, ça me rappelle aussi, tu sais, je sais pas, tu vas peut-être me dire que le lien est forcé, mais ça me permet de voir aussi tes valeurs, tu sais, communautaires, ton engagement auprès de Oxfam, etc., quand tu t'es promené au Honduras ailleurs, mais ça me permet, on dirait, ça me permet de voir que tu l'inclus là-dedans aussi, dans cette vision-là, dans ces projets plus personnels-là, je me trompe-tu? Absolument pas, tu sais, parce qu'il faut partir de sa sensibilité quand on fait des œuvres, tu sais, puis moi, ma sensibilité est très sociale, tu sais, moi, c'est des choses que, tu sais, je voyais ça, les affaires là, du chemin Roxham, puis ça me fâchait, tu sais, je vivais des émotions, puis je dis, bon, ben, il faut partir de cette émotion-là pour créer quelque chose, là, tu sais, et même chose, même, je dirais, quand c'est pas mes projets, comme producteur, c'est quand même souvent la façon, si quelqu'un veut venir me pitcher un projet chez Urbania, le meilleur moyen, c'est qu'il y ait un écho social à ton projet. Ouais. Parce que moi, c'est quelque chose qui va venir me chercher. Puis ça, je suis capable de bien voir le projet quand il y a ces aspects-là dedans. Tu sais, puis j'aime écouter des œuvres qui veulent dire quelque chose un peu. Tu sais, puis ça en fait partie. Tu sais. Mais là, tu sais, je vais prendre la parole, Anthony, parce que je vais te relancer la balle. C'est un des beaux liens qui vous unit aussi, outre le sens de l'entrepreneurship, puis le leadership, puis la débrouillardise. Anthony a aussi tu sais, cette sensibilité-là pour les causes sociales. Puis j'aimerais ça, Anthony, que tu prennes le temps là, de nous parler, tu sais, de, de, de ce côté-là de tes projets aussi que tu inclus, là. Ben oui, ben, je trouve ça important de m'impliquer socialement avec la communauté. Moi, je suis partenaire avec mon entreprise là, depuis sa fondation avec un projet qui s'appelle J'ai mon appart. En fait, c'est un projet pour bâtir des appartements supervisés pour des gens vivant avec des déficiences intellectuelles. Fait que moi, je donne 15% de mes revenus de mon entreprise à cette cause-là jusqu'à temps que le projet se réalise. Puis sinon, je suis pas mal impliqué dans plusieurs défis, dont le défi Gratte-Ciel, qui est le but est de ramasser des fonds pour Dystrophie musculaire Canada, sinon le défi Chaîne de vie, qui est pour sensibiliser pour le don d'organes. Donc, je suis pas mal impliqué un peu partout, là, puis je pense que c'est important, puis de donner un peu, de donner de la visibilité à ces causes-là, de m'impliquer socialement pour ramasser des sous, je trouve ça important, puis donner aussi dans mes projets, faire des partenariats sociaux, je trouve ça extrêmement important. Ben, tout à fait. Puis je te dirais même, tu possèdes un outil en étant que créateur. Tu sais, je pense que c'est de la vidéo. Est-ce que je comprends? C'est ça? Oui, ben en fait, moi, je fais la planification d'événements, mais je fais aussi de la vidéo, la publicité. Je fais un peu de tout, je te dirais. Mais tu sais, en fait, dans mon cas, c'est la vidéo plus, mais tu sais, l'idée, c'est que tu possèdes un coffre à outils qui est particulier, tu sais, puis que des fois, des organisateurs communautaires n'ont pas nécessairement, ou que des gens qui vivent des situations n'ont pas nécessairement. Tu sais. Tu sais, je veux dire, les réfugiés du chemin Roxham ne vont pas se faire un film pour questionner c'est quoi être un Québécois. Les gens qui ont telle maladie ou n'importe quoi ne vont pas nécessairement organiser un gros événement comme ça. Tu sais, on possède certains outils, puis tu sais, moi, mon bénévolat ou ma façon de m'impliquer, en fait, c'est d'essayer d'utiliser ces outils-là que j'ai pour les mettre au service de certaines causes, certaines personnes, ou amplifier leur voix ou faire qu'on remarque leurs choses. Tu sais. Puis je pense que c'est ça le. Puis ce qui est le fun, c'est que tu joues dans tes forces quand même, parce que aller coller des thèmes sur des enveloppes, c'est cool. Je l'ai déjà fait plein de fois, même dans mon parcours, parce que j'étais impliqué dans le communautaire, je faisais plein d'affaires, mais à un moment donné, je me dis, j'ai peut-être plus d'impact, parce que
le film que je vais faire, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, tu sais. Fait que ça donne une espèce de... je vais appuyer la cause. Puis, tu sais, c'est moi, de mes inspirations, c'est Pierre Falardeau, là, tu sais. Puis lui, c'est ça qu'il disait. À un moment donné, il voulait aller il disait, je sais pas, j'aurais dû poser des bombes avec le FLQ, tu sais. Puis Francis Simard, son ami, il avait dit, t'es-tu malade, tu sais, va pas poser de bombes. Là, c'est du monde comme moi qui ont pas, tu sais, qui ont pas d'éducation, qui font ça, poser des bombes. Toi, fais des films. Tu sais, c'est ça que tu sais faire. Il y a personne d'autre qui sait faire des films dans la gang. Fait qu'en ouais. Puis moi, ça m'avait marqué lire ça. Puis j'essaie de l'appliquer. Tu sais, moi, je ne poserai pas de bombe, là, mais dans tous les cas. Mais faire des films, par exemple, ça, je sais faire. Tu sais, fait que, ouais. On se concentre sur nos forces, en fait. Puis on les applique, puis ça permet de faire des super beaux projets comme que tu fais d'ailleurs depuis quelques années. Oui, puis c'est unique, puis c'est pas tout le monde qui peut organiser des événements qui vont fonctionner. Fait que, tu sais, fonce puis fais-le. Tu sais, c'est génial. Exactement. Oui, c'est ça ton message, puis on va garder ce message-là pour la fin, tu sais, de cette idée-là, puis bon, je veux pas sonner quétaine, mais en même temps, c'est ça la mission du cégep aussi. Il y a le côté pédagogique, évidemment, d'atteindre des compétences, tu sais, de remplir des grilles, puis etc. Mais il y a aussi le côté que ce soit un lieu de croissance personnelle, sans le côté un peu ésotérique de l'affaire, mais un lieu où on peut tester des choses, un lieu où on peut apprendre à se connaître, où on peut s'impliquer, un lieu où on peut multiplier des projets, puis qu'on soit soutenu par les profs, par plein de services qui sont ici au cégep. Fait que je trouve que, dans le fond, ça fait ressortir un côté super positif, tu sais, de mon lieu de travail, mais d'un lieu de passage pour plein d'étudiants puis d'étudiantes qui passent par ici. C'est vrai, puis si je peux ajouter, même particulièrement, j'ai pas connu d'autres cégeps, mais particulièrement au cégep de Trois-Rivières, il n'y a jamais personne qui nous a dit non. Tu sais. Mettons, quand tu tripes sur un projet et tu as le goût d'en faire plus ou tu as le goût d'aller chercher, tu sais, les bibliothécaires, nous autres, ils nous faisaient venir des livres qu'il n'y avait pas à la bibliothèque. Ils nous ont fait venir des films obscurs qu'ils ont réussi à trouver dans un catalogue quelque part parce qu'on avait entendu parler d'un film japonais trippant. Tu sais, ils ont comme fait ils ont tout mis à notre service. Je dis, on empruntait des caméras et des trucs. Je ne sais même pas si on avait le droit de faire ça, mais ils nous les prêtaient pareil. Il y avait le cadre du cégep. Je pense même, les gens qui travaillent dans un cégep, ils ont le goût de voir des jeunes triper et s'épanouir. Fait qu'il ne faut pas hésiter à être ce jeune-là qui va. Parce qu'il y en a plein qui ne le feront pas, là, fait que c'est pas grave. Mais ça peut être le fun de dire, moi, je vais être celui qui va aller demander, hey, on peut-tu créer une ligue d'impro? Hey, on peut-tu faire telle affaire? Puis si tu es là, puis tu mets ils sentent ton enthousiasme, mais ils vont te donner les ressources que tu as besoin pour le faire. Puis je pense même que pour eux, en tout cas avec mon regard maintenant de gens plus vieux, si je travaillais dans un cégep, ben, j'aurais le goût qu'il y ait des jeunes stimulants comme ça qui brassent un peu la cage, puis qui veulent pas juste aller à leur cours et se demander quel cotarion à la fin de la journée, mais qui veulent faire de quoi. Là, fait il ne faut pas hésiter, je pense, d'aller solliciter les ressources qu'il y a autour de nous quand on est au cégep. Là. D'aller cogner aux portes, puis d'aller chercher de l'aide pour monter nos projets, nos idées. Puis je confirme que les professeurs, les enseignants, le personnel de l'école est là, puis ils nous aident à monter des projets, même des fois, s'ils ont l'air irréalistes, ils vont essayer de trouver un moyen que le projet se concrétise d'une certaine manière. Oui, exact. Puis, tu sais, c'est ça. Rarement, comme ça m'est jamais arrivé qu'un prof me dise non. À la limite, il n'a pas dit oui exactement à l'idée que j'avais parce qu'elle était peut-être pas bonne, mon idée. Mais il ne m'a pas fermé la porte et dit ben non, fais juste étudier, là, puis passe ton examen, puis c'est tout. Là, c'est toujours c'est une relation qui est stimulante, mais je pense dans les deux sens aussi, parce qu'on leur arrive avec des questions qu'ils ont des fois jamais eues ou avec des volontés de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Fait je pense qu'il ne faut pas hésiter. Là, puis, ça, c'est vrai en dehors du cégep, mais je trouve qu'au cégep, c'est un microcosme où c'est comme encore plus facile. Ben oui, tout à fait. Puis en tant que prof, là, je confirme, là, c'est le fun là, c'est le fun de parler de Molière du 17e siècle ou d'autres choses, mais ce qui est le fun, c'est d'être nourri aussi par justement cette énergie-là, cette drive-là d'étudiants qui veulent tout prouver, qui veulent avancer, puis qui sont curieux à travers tout ça. Fait que merci vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de participer à cette conversation-là, Alexandre, puis de participer à notre podcast. Je suis sûr que ça va être super inspirant, puis
Puis des fois, il y a un côté insécurisant à la création, hein, il y a un côté insécurisant à cette vie de jeune artiste-là, de cette sensibilité-là à canaliser. Puis on a deux modèles là, qui canalisent ça aujourd'hui de façon super efficace, de façon très sensée, puis avec le droit à l'erreur aussi. Ça aussi, c'est le fun là, de comprendre que c'est en faisant des choses qu'on avance. Puis on va garder cette image-là du zigzag qui avance. Je pense que c'est intéressant. Puis je vous remercie tous les deux vraiment beaucoup d'avoir participé. Merci. Génial, hey, merci, c'était super le fun de vous parler.